Que reste-t-il de la loi dans la guerre contre le terrorisme? Merci à Jean-Frédéric Poisson de nous dire justement ce qu'il en reste. Cher Monsieur Haddad, merci de votre invitation. Mesdames et messieurs, vous me permettrez d'avoir un salut particulier pour mon ami et collègue Henri Guénaud qui est ici. Et comme il parlera après moi en détail de la question des revenants, je lui laisse le soin de traiter dans un sens. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais comme je le connais bien, je pense que je peux tout à fait sans risque lui laisser le monopole de son propos. Je vais essayer de répondre à votre sollicitation, Monsieur Haddad, en répondant à 3 questions. Première question, comment la loi évolue-t-elle sous l'influence du terrorisme? Deuxième question, quel est le risque de cette évolution? Et troisièmement, une fois que l'évolution est faite, qu'en reste-t-il? J'essaierai, pour une fois, d'être un bon élève et de répondre à la question qui est posée, plutôt que de détourner le sujet. Et je vais partir, si vous voulez bien, de l'expérience de l'état d'urgence. J'ai été chargé par l'Assemblée nationale, la commission des lois, dans la précédente mandature, du contrôle de la mise en œuvre de l'état d'urgence. Ces différentes modifications apportées au texte de la loi de 1955 sont un bon exemple, au fond, de la façon dont la loi doit évoluer pour faire face aux enjeux du terrorisme. Quelques éléments de contexte. Nous sommes après l'attentat du Bataclan, au mois de novembre. Le président de la République décide d'instaurer l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme qui devient plus dense dans notre pays. Et tout naturellement, quelques jours après sa décision, le Parlement est saisi pour savoir s'il est d'accord ou pas pour prolonger, pour un délai maximum de 3 mois, comme vous savez, cette disposition. Le Parlement est saisi de cette prolongation. On profite pour faire évoluer le texte. Ça fait partie des records d'adaptation de textes importants par nos 2 chambres parlementaires, parce que la loi de 1955 a été modifiée en 5 jours au total par le Parlement français. Il y a très peu de textes qui sont votés aussi rapidement, mais nous avons considéré qu'il n'y avait pas urgence que dans la décision du président de la République, il y avait aussi une situation d'urgence qui nécessitait que nous travaillions rapidement. Vous comprenez bien que quand on est en 2015 et que nous devons réviser un texte qui date de 1955, qui touche aux libertés publiques, à un certain nombre de libertés fondamentales, à la protection des individus, il doit y avoir 3 ou 4 ajustements. Et nous avons fait ces ajustements. Pour vous prendre 2 exemples, dans la loi de 1955, il est encore fait référence d'une juridiction militaire qui serait susceptible de statuer sur la situation de personnes qui seraient rendues coupables d'agression contre l'État. Évidemment, dans la France de 2015, la notion de juridiction militaire n'a plus beaucoup de sens, donc nous l'avons retirée de la loi. Dans la loi de 1955, il est question d'un contrôle de la presse. Non pas que le débat n'ait pas eu lieu dans la commission des lois ou dans l'hémicycle sur le point de savoir s'il fallait maintenir la possibilité de contrôler la presse dans la loi révisée en 2015. La décision a été prise de supprimer la possibilité pour l'exécutif d'opérer quelque contrôle que ce soit sur les organes de presse pendant les périodes d'état d'urgence. Le débat a été assez fourni, je dois vous dire, sur ce sujet, mais nous avons finalement décidé de retirer cette disposition. Et puis inversement, dans les débats sont apparus également des problèmes liés aux conséquences d'un certain nombre de perquisitions lorsque, par exemple, au titre, encore une fois, dans le cadre de l'état d'urgence et au titre des procédures qui sont décrites dans cet état, lorsque les services de police ou de gendarmerie opèrent des perquisitions chez des particuliers, est-ce qu'ils ont le droit de partir avec l'ordinateur sous le bras, de copier les fichiers, d'en faire ce qu'ils veulent, et puis de les garder comme des pièces à conviction sous scellés pendant... Bon. Problème qui, évidemment, ne se posait pas, chacun peut le comprendre, il y a 60 ans, donc il a bien fallu statuer sur cette question. D'ailleurs, nous l'avons fait en 2 fois, puisque les premières dispositions que nous avons prises n'étaient pas satisfaisantes, donc on les a retirées de la loi, n'ayant pas trouvé dans la première lecture ou la première décision le moyen de l'écrire d'une manière conforme à la Constitution. Et ça a été réécrit plus tard en 2016, puisque la loi est revenue devant le Parlement 1 an plus tard, et nous avons ajouté cette fois-ci des dispositions précises sur cette question. Donc au fond, il y a une tension permanente lorsque le législateur et le pouvoir exécutif sont saisis de dispositions nouvelles entre, d'un côté, la nécessité de répondre par, d'une manière plus énergique, plus sévère, ou plus rigoureuse, plus tout ce que vous voulez, au phénomène du terrorisme, avec la nécessité de maintenir en l'état la question des libertés fondamentales et des libertés publiques, qui sont, dans une démocratie moderne et ancienne comme la nôtre, évidemment la référence indépassable. Cette tension existe tout le temps, ce qui a conduit, y compris votre serviteur, bien que j'étais à l'époque, je fus à l'époque rapporteur de la commission des lois, à considérer que, au-delà du contenu, le maintien
dans le temps d'une disposition évidemment qui est restrictive des libertés individuelles et collectives, puisque l'état d'urgence autorise les préfets à interdire les rassemblements publics. Il autorise les perquisitions sans avis du juge. Il considère que les véhicules personnels ne sont plus de l'ordre du domicile privé et donc peuvent être fouillés, perquisitionnés comme n'importe quel autre élément sans précaution particulière. Tout ça sont des choses qui sont évidemment des diminutions de l'ordre des libertés publiques et des libertés fondamentales auxquelles le régime de droit dans lequel nous sommes nous ont habitués, et qui font les garanties de notre système de droit. Maintenir dans le temps un dispositif d'une telle nature, quels qu'en soient les motifs, revient donc, en réalité, à confier au pouvoir exécutif des prérogatives qu'il ne peut pas exercer d'habitude sans l'aval ou sans une décision judiciaire antérieure. Et donc, la légitimité des décisions privatives de liberté, quand elles passent pour un temps qui est supposé long ou qui n'est pas exceptionnel, de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative, induit en réalité une forme de confusion, ou en tout cas une entaille, une entorse à la séparation des pouvoirs, sans laquelle, disaient les grands philosophes politiques classiques, il n'y a pas de constitution et pas de société politique. Donc nous avons eu ce problème. Et si j'ai tout à fait volontiers et en toute conviction voté la première prolongation de l'état d'urgence, de décembre jusqu'à février 2016, j'ai voté systématiquement contre les suivantes, pour deux raisons. La première raison, c'est que le contrôle que nous avons opéré dans le cadre de la commission des lois, dès le mois de février, avec Jean-Jacques Urvoas, qui deviendrait plus tard garde des Sceaux, nous avait permis de démontrer que, passé les 3 ou 4 premières semaines d'instauration de l'état d'urgence, c'est-à-dire l'effet de surprise en réalité, où effectivement les malfrats n'ont pas eu le temps de s'organiser, ils n'ont pas changé de domicile, ils n'ont pas planqué leurs armes, ils n'ont pas caché leurs ressources matérielles, ils n'ont pas déconnecté leur téléphone. Là, effectivement, il y a eu une vague de perquisitions, d'arrestations, d'assignations à résidence très massive. Et quand vous regardez les courbes des actes posés par les forces de police et de gendarmerie, on voit très clairement que la période d'avant Noël 2015 est une période très active en termes d'actions menées au titre de l'état d'urgence, puis qu'ensuite, on passe à quelques opérations par jour pour des bénéfices, disaient les forces de l'ordre elles-mêmes et les services de justice assez peu visibles en réalité. Sans compter que, évidemment, la partie d'en face, si j'ose dire, la partie adverse, n'attend pas tranquillement en se reposant que l'état d'urgence continue de s'appliquer. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont vu les premiers ennuyés par les forces de l'ordre ou perquisitionnés, évidemment, ils s'organisent. Donc tout ça devient de plus en plus difficile. Si bien que, avec le temps, les dispositions de droit exceptionnelles que constituent les mesures de l'état d'urgence perdent de leur efficacité à cause de la capacité de réponse et d'organisation simplement des gens qui sont touchés ou qui sont visés par cet état d'urgence. Et donc, il était, de mon point de vue, il n'était pas légitime de continuer à maintenir dans le temps un dispositif de droit exceptionnel qui constitue évidemment une entorse au droit commun, puisque sinon ce ne serait pas un régime exceptionnel. Et donc, prolonger un régime exceptionnel dont l'efficacité était loin d'être démontrée, c'était, au fond, prendre le risque d'une installation dans les principes de notre droit, d'une domination possible du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire. Et ça, c'est quelque chose qui, en l'espèce, ne pouvait pas convenir à un certain nombre d'entre nous. On a été assez peu nombreux, pour tout vous dire, à avoir cette position, mais si je devais le refaire, je le referais. Donc les risques, deuxième question, les risques de cette évolution, ils sont celui ou ceux d'une fragilisation de notre état de droit. Autrement dit, à chaque fois que nous avons fait évoluer la loi pour nous bagarrer ou pour contrecarrer les effets du terrorisme, ce n'est pas la première fois. En 2015, il y a eu, je crois, depuis 6 ou 7 ans, il y a eu en moyenne un texte par an adopté par le Parlement sur ces sujets. Le dernier en date étant la loi de M. Collomb en 2017. Et je ne compte pas les propositions de loi déposées par les uns et les autres, parce que si vous comptez les projets de loi adoptés par le Parlement, et si vous ajoutez les initiatives parlementaires, là, il y en a des wagons entiers. C'est un sujet qui est récurrent. Le premier risque encouru par nos institutions, c'est celui d'une fragilisation du droit commun au profit de juridictions ou d'un droit d'exception qui n'est pas conforme, au fond, lorsqu'il est maintenu dans le temps, aux principes fondamentaux de notre organisation politique et sociale. Le deuxième risque, c'est de succomber soit à la précipitation, soit à l'émotion.
C'est facile de dire ça presque 3 ans après, mais vous vous souvenez sans doute que le soir même de l'attentat de Nice, le président de la République a décidé de proroger l'état d'urgence, enfin solliciter le Parlement pour proroger à nouveau l'état d'urgence, alors qu'il était décidé qu'il s'arrêterait cet état d'urgence à 24 heures ou 48 heures près. Et pour avoir échangé alors avec des membres du gouvernement et ceux qui étaient directement en charge de ce dossier-là, il dit « mais je ne comprends pas, on sait que ça ne sert plus à rien. On maintient sous pression de manière opérationnelle, en plus des forces de l'ordre, un tas de services, etc., qui, déjà à l'époque, n'en pouvaient plus. On sait que ça n'a pas d'effet dans la lutte contre le terrorisme, en tout cas ça n'en a plus. Et cependant, vous allez prolonger de 3 mois parce que... pourquoi ? Et la réponse qui m'a été faite, c'est cette réponse terrible. L'opinion publique ne comprendrait pas qu'on ne le fasse pas. Et j'ai répondu à mon interlocuteur, d'abord, il ne faut pas prendre les Français pour plus bêtes qu'ils ne sont, parce qu'en général, quand on le fait, on se trompe. Et deuxièmement, si effectivement on en est, c'est toujours le même argument, à maintenir des régimes juridiques d'exception simplement parce qu'on craint que le peuple français submergé par l'émotion ne pourrait pas comprendre que ça s'arrête, alors je suis inquiet pour la qualité et la densité du dialogue politique dans notre pays. Le deuxième écueil possible, c'est celui de la précipitation, mais cette fois-ci par excès. Je veux faire référence ici à un mauvais souvenir pour nous tous qu'a été la réforme constitutionnelle avortée du président Hollande début 2016, et en particulier la question de la binationalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce débat, qui était lunaire. C'est pas qu'il ne faille pas parler de ça. Il y a des pays, des grandes démocraties dans lesquelles la binationalité n'est pas possible. Ce n'est pas un drame national. Simplement, changer de régime dans le pays où nous sommes est une chose extrêmement compliquée. Si on veut le faire, il faut le faire vraiment avec énormément de précautions. Vous m'accorderez qu'en l'espèce, les précautions n'avaient pas été prises. Ou alors, je ne m'en souviens pas. Mais vous voyez, l'exemple typique d'une décision qui ne s'imposait pas dans le contexte de l'époque, qui n'avait certainement pas sa place dans le contexte où nous étions dans une réforme constitutionnelle, même si c'est le lieu propre pour en discuter. Mais l'émotion, encore une fois, plus la colère, plus l'ensemble des ressentiments que provoque l'essor ou l'implantation du terrorisme dans un pays oriente le débat public dans un sens qui nécessite ou qui requiert de la part des acteurs publics davantage de distance, davantage de rationalité, et davantage d'attachement aux principes sur lesquels nos pays sont organisés. Dernier point, que reste-t-il des lois une fois que nous avons imprimé des modifications dans leur cœur à cause du terrorisme? Eh bien, je serais tenté de vous dire, il en reste ce qui reste de toutes les lois. D'abord, il reste un écrit. La première force de la loi, c'est l'écrit, en tout cas en France. Donc, comme la référence, il y a, je crois, quelques juristes dans cette salle, donc vous allez rapidement comprendre ce que j'ai en tête. À partir du moment où la loi est écrite et qu'elle est promulguée, elle s'applique. Point. Et il n'y a pas d'autre référence que celle-là. Alors, on peut débattre du contenu, de l'interprétation, du sens que... D'accord, enfin, la loi existe. Et les lois existent. Il y a en France des lois antiterroristes. L'état d'urgence a été inclus dans le droit commun, quelques-unes de ces dispositions. En tout cas, nous avons corrigé la loi en 2016 pour que les censures du Conseil constitutionnel préalablement effectuées n'aient plus d'effet. Donc les textes existent. Sur la question de la nationalité des enfants revenants, les textes existent. Il y a des traités internationaux, il y a un code de la nationalité, il n'y a qu'à l'appliquer. Alors, il faut voir comment tout ça peut se faire, mais en tout cas, nous sommes dans un pays dans lequel nous ne manquons pas de lois. Il n'y a pas de trou dans la raquette juridique de la France pour traiter toutes ces questions. Mais ce qui reste de la loi, c'est son deuxième élément, dépend aussi de la volonté qu'on a de l'appliquer. Et là, je dois dire que je suis extrêmement surpris de voir qu'en dépit de l'arsenal juridique très conséquent qui permet de combattre la radicalisation, les foyers d'islamisme, les foyers terroristes, l'éducation terroriste, la propagande, etc., on a tout l'arsenal qu'il faut, la dissolution d'associations, l'expulsion vers leur pays d'origine de gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire quand ils propagent discours de haine à notre égard ou à l'égard de nos institutions, tout ça existe. Vous m'accorderez que ces dispositions légales sont appliquées avec une certaine forme de parcimonie, pour ne pas dire qu'on attend encore l'application. Quant à la question particulière des combattants du djihad, heureusement que dans le gouvernement actuel, le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, a une position qui est celle du droit, il faut le dire. Ceux qui ont porté les armes contre la France
doivent être déchus de leur nationalité, point. Il n'y a même pas de débat. Sauf s'ils sont que français. Parce que là, nous avons un problème, mesdames et messieurs. Vous savez que la tradition de notre droit, c'est qu'on ne crée pas d'apatrides. Donc on est prié de se débrouiller avec ça. Enfin, donc le droit existe. Quelle est la volonté de l'appliquer? C'est la question qui est posée. Et comment dire, je suis dubitatif sur l'énergie déployée à combattre réellement ces différents phénomènes. Je remercie M. Cheikh de sa conférence de tout à l'heure pour avoir présidé la commission d'enquête sur les moyens de Daesh à l'Assemblée nationale. Je veux dire combien j'ai apprécié et goûté tout ce qu'il a dit, qu'on n'entend pas souvent d'ailleurs. J'espère que ce sera restitué. Dernier point, pour conclure, il reste de la loi ce qui en est écrit, la volonté qu'on a de l'appliquer, mais la force de cette volonté dépend de l'exemple qu'on donne. Et alors là, mesdames et messieurs, je suis désolé de dire que dans le sujet qui nous intéresse, les ambiguïtés incessantes de la France dans la région du Proche-Orient, pas depuis l'année dernière, ni 2 ans, pas depuis 2012, même pas depuis 2007, sans doute, probablement de manière un peu renforcée depuis le changement d'alliance de 1995 du président Chirac avec le Premier ministre libanais Hariri. En fait, le bazar et la très rapide, très nette décrue de l'influence et de la réputation française au Proche-Orient date aussi de cette région, date de cet événement-là. Il est plus facile d'exercer sa volonté politique et de faire appliquer ces textes de loi quand on a été exemplaire aux yeux des personnes auprès desquelles on veut le faire appliquer. Et là, mesdames et messieurs, en ce qui concerne l'État français, je ne parle pas du peuple français, mais l'État français a beaucoup de progrès à faire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que vous avez commis un ouvrage qui m'a personnellement beaucoup intéressé, L'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée. Je vous le recommande vivement. Il a été publié aux éditions du Rocher. Je crois que nous avons 2 points en commun, peut-être 3. Le premier, c'est que nous sommes tous les 2 docteurs en philosophie de la Sorbonne Paris 4. Et le deuxième, nous avons le même éditeur, les éditions du Rocher. Le troisième, je ne le dirai pas en public.